intervention. Donc bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui, ce dont nous vous remercions, pour le premier webinaire de Légal et Ressources qui a pour thème « Comment choisir le dispositif de restructuration adapté ». Alors, quelques mots pour se présenter rapidement. Je suis Émilie Lézy, je suis avocat en droit social, associée au sein du cabinet Légal et Ressources. Alors, j'accompagne bien évidemment l'ensemble des entreprises clientes sur l'ensemble du droit social, mais il est vrai que j'accompagne plus particulièrement les sociétés dans la définition et la mise en œuvre de leurs opérations de restructuration. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui par Bastien Sutra de Germa, qui est avocat en droit social, qui va co-animer aujourd'hui avec moi ce webinaire et avec lequel je travaille sur l'ensemble des projets de restructuration pour lesquels nous sommes mandatés au sein du cabinet. Et Bastien a, outre, je dirais, son intérêt pour les opérations de restructuration, s'intéresse également de très près aux questions de négociation collective, négociation dont vous savez qu'elle va parfois être l'un des points essentiels de tout projet de restructuration. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Vous le savez, la France a été particulièrement touchée d'un point de vue économique par la crise sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons encore malheureusement aujourd'hui. Alors, il est vrai que pendant toute la période de confinement que nous avons subi, le gouvernement a déployé une multitude de dispositifs temporaires de soutien aux entreprises, dont l'activité partielle, activité partielle dont on ne doute pas aujourd'hui que vous connaissez parfaitement l'ensemble du mécanisme et des modalités. Malheureusement, au sortir du confinement, ça n'a pas nécessairement signifié d'avoir retrouvé une économie tournant à plein régime. Aujourd'hui, on peut le lire quotidiennement dans les publications, que ce soit des publications journalistiques ou des publications sur les réseaux sociaux, que les sociétés subissent de plein fouet la crise économique qui fait suite directement à cette crise sanitaire. On a encore appris ces derniers jours que le groupe Beneteau, qui est l'un des acteurs mondiaux de l'industrie nautique, a annoncé un vaste projet de restructuration, et par ailleurs Airbus, qui au début de l'été avait annoncé se restructurer dans le cadre d'un plan de départ volontaire, vient d'annoncer par la voix de son président que malheureusement les départs volontaires qui avaient été annoncés ne suffiraient très certainement pas à la mesure de restructuration envisagée, laissant dès lors planer le doute sur la mise en œuvre de licenciements secs. Et d'ailleurs, on a relu ces dernières heures que les organisations syndicales qui sont en phase de négociation avec la direction d'Airbus en étaient beaucoup émus, ce qui ne va très certainement pas manquer de générer de vifs débats avec les organisations syndicales qui vont être là pour mener le combat de la restructuration de cette structure. Alors, compte tenu de ce contexte, il nous est paru intéressant de vous présenter aujourd'hui certains des outils de restructuration qui s'offrent à votre entreprise et surtout la manière de faire le choix parmi ces différents outils. Parce que vous allez le constater, le spectre juridique est très large. Et il va répondre à des objectifs extrêmement variés. Vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de faire face à une situation conjoncturelle de plus ou moins longue durée, et vous allez également avoir des outils qui vont vous permettre de faire face à une crise plus structurelle. Nous, ce que l'on considère au sein du cabinet, c'est que pour chaque situation, il y a un projet. Maintenant, il est vrai que pour que ce projet devienne un bon projet, il faut qu'il soit réfléchi, il faut qu'il soit posé, il faut qu'il soit analysé. C'est pour ça que dans le cadre de ce webinaire, on vous propose d'œuvrer en 2 temps, même si nous avons 3 points, mais on va surtout œuvrer en 2 temps, puisque le premier et le deuxième point vont finalement être ramassés au sein d'un seul et même temps. Ça va être la présentation des outils de restructuration qui vont être mis à votre disposition, discussion au cours de laquelle on va vous présenter les avantages et les inconvénients de chacun de ces outils. Alors,
d'ores et déjà, hein, on s'en excuse presque, mais compte tenu du temps qui nous est alloué pour réaliser ce webinaire qui est relativement court, nous n'allons pas pouvoir rentrer dans l'intégralité et de manière très exhaustive sur chacun de ces dispositifs. Mais bien évidemment, si vous deviez avoir des questions à nous poser après ce webinaire sur l'un ou l'autre des dispositifs que nous aurons étudiés, nous serons à votre disposition. Et surtout, le second temps de notre analyse, qui est le point numéro 3, ce sera de vous donner, en tout cas d'essayer de vous donner quelques clés pour vous permettre d'amorcer votre réflexion sur l'outil de restructuration qui pourrait être le plus adapté à votre situation. Alors, vous avez dû le voir, dans le cadre de ce webinaire, vous avez un chat. N'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra en fin de webinaire, puisque nous y avons consacré un petit temps. Et si toutes vos questions, enfin si certaines de vos questions ne pouvaient pas obtenir réponse compte tenu du délai qui nous était imparti, bien évidemment, nous reprendrions attache avec vous au terme de ce webinaire pour y répondre de manière plus exhaustive. Donc, on vous propose de commencer avec l'exposé des principaux outils. Alors cet exposé sera assez bref puisqu'en fait il s'agit ici de vous présenter les cinq outils que nous avons choisi alors d'analyser. Parmi ces 5 outils, on va retrouver, vous les connaissez sûrement tous, en tout cas la plupart, on va retrouver le plan de sauvegarde de l'emploi, on va retrouver le plan de départ volontaire, on va retrouver la rupture conventionnelle collective. On va également retrouver l'accord de performance collective. Et enfin, le petit dernier, mais qui a été remis au goût du jour, qui existait déjà depuis un certain temps, mais qui a été remis au goût du jour avec la crise actuelle, l'activité partielle longue durée. Alors ici, on va très rapidement déjà, on a choisi donc de scinder ces 5 dispositifs en 2 catégories. En fait, avec une catégorie qui va concerner les dispositifs de réorganisation à ISO effectif, c'est-à-dire sans diminution de l'effectif. On va jouer surtout sur le temps de travail. On retrouvera ici l'APC et la PLD. Et ensuite, on va avoir une deuxième catégorie où on va retrouver des dispositifs de réorganisation de l'entreprise, mais au travers d'une diminution des effectifs. Cette diminution on retrouvera ici le PSE, le PDV et la RCC, sachant qu'on aura une sous-catégorie avec les départs contraints dans le cadre d'un PSE et les départs volontaires sur la base du volontariat pour le PDV et la RCC. Donc une fois qu'on vous a présenté, maintenant qu'on vous a présenté donc rapidement en tout cas les dispositifs que nous avions analysés, on va voir ensemble les principales caractéristiques de ces derniers. Alors oui, si on doit revenir alors un tout petit peu plus dans le détail de chacun des dispositifs, sans pour autant, comme on vous l'a exposé en propos introductifs, y revenir de manière trop exhaustive, si on doit les reprendre un par un. Alors, le plan de sauvegarde de l'emploi. Le plan de sauvegarde de l'emploi, on va se dire que c'est l'outil de restructuration qui est à aujourd'hui le plus connu de tous. Alors, vous le savez, il est mis en place dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, avec pour objectif d'éviter les licenciements ou tout au moins d'en limiter le nombre. La mise en œuvre d'un PSE, vous le savez, va nécessairement nécessiter l'existence d'une cause économique. Alors cette cause économique, elle peut être variée. On a les difficultés économiques, on a également les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Alors, c'est vrai que parfois, le plan de sauvegarde de l'emploi est un dispositif. Alors, excusez-moi, parce que du coup, j'ai des échos, donc je me permets, je pense, pour les derniers entrants, de recouper le son pour tous. C'est juste pour qu'on évite. Hop, excusez-moi. Donc du coup, oui, le plan de sauvegarde de l'emploi. Donc c'est un dispositif qui parfois va être inévitable. Inévitable et pour des raisons que l'on reverra après, mais qui est assez lourd pour les entreprises. Alors, il est assez lourd sur plusieurs aspects. Il doit comprendre des mesures de reclassement internes et externes. Il doit également comprendre des mesures d'accompagnement au départ des salariés ou au reclassement des salariés, mesures d'accompagnement qui vont faire l'objet d'une analyse assez précise de la part de l'administration, mais également des partenaires avec lesquels vous allez négocier ce plan, puisque on va
va venir regarder si les mesures d'accompagnement que vous mettez en place sont suffisantes au vu des moyens dont dispose l'entreprise, l'UES ou le groupe auquel appartient l'entreprise. Et l'autre élément qui fait que c'est une procédure assez lourde pour les entreprises, c'est qu'elle nécessite un rédactionnel assez précis, puisque comme on l'a vu, il ne peut pas y avoir de plan de sauvegarde de l'emploi s'il n'y a pas de cause économique. Et si l'on veut que notre procédure tienne sur le fond, il faut que notre motif économique soit suffisamment étayé, soit suffisamment réel et soit suffisamment sérieux pour que tout notre projet de restructuration parvienne à se maintenir. À défaut d'avoir un rédactionnel suffisamment précis, on risque d'avoir pour conséquence de compromettre notre procédure, et si on compromet la procédure, malheureusement, on en connaît souvent les effets, ça va être une nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, avec en conséquence une nullité des licenciements qui pourraient être prononcés sur la base de ce plan. Donc voilà ce que l'on pouvait vous dire de manière très synthétique sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Alors de même pour le plan de départ volontaire, donc à l'instar du PSE, il va falloir être à même de démontrer donc en tout cas un motif économique et de respecter un rédactionnel qui est somme toute, et donc, comme on dit par rapport le plan de sauvegarde de l'emploi, assez lourd. Néanmoins, si finalement là où il va se distinguer, c'est que le plan de départ volontaire va vous permettre de choisir finalement, de quantifier un nombre de postes que vous souhaitez supprimer et de laisser à ce moment-là, une fois ce nombre défini, la main à vos salariés pour soit adhérer, donc sur la base du volontariat, quitter les effectifs de votre société, soit ne pas y adhérer et donc rester au sein de ces derniers. Ce dispositif finalement de réorganisation peut prendre deux formes. Soit il peut être adossé, inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et à ce moment-là, on parle de PSE mixte. En fait, on va avoir un double temps, on va avoir une double détente, avec tout d'abord une proposition de proposer aux salariés de partir de manière volontaire, et puis si on n'arrive pas à atteindre le nombre de postes qu'on avait défini, qu'on souhaitait supprimer, de passer par des licenciements secs. Ensuite, ce dispositif peut également être mis de manière autonome, et c'est-à-dire donc indépendamment de tout licenciement. Et là, en fait, on va juste rester sur on veut supprimer tant de postes, mais on laisse la main aux salariés pour choisir s'ils souhaitent, oui ou non, quitter la société. Donc voilà à peu près, mais de manière très synthétique, ce qu'on pouvait vous dire sur le PDV. Alors ensuite, le dispositif de la rupture conventionnelle collective. Alors, la rupture conventionnelle collective, ça, à la différence déjà des deux premiers dispositifs que l'on vous a présentés, c'est un dispositif qui ne va pas nécessairement s'inscrire dans le cadre d'une cause économique, puisque vous pouvez, avec ce dispositif, lorsque vous décidez de restructurer, vous pouvez utiliser ce dispositif pour réorganiser. Voilà, peu importe que vous ayez ou non une cause économique. La rupture conventionnelle collective, elle va permettre de rompre le contrat de travail de plusieurs de vos salariés de façon amiable, sans recourir au licenciement. Alors, c'est un dispositif qui est présenté à la fois comme souple et un dispositif challenge. Alors un dispositif souple parce que même si il est soumis à la négociation, et c'est le deuxième point que l'on verra, même s'il est soumis à un accord collectif, vous allez pouvoir définir dans le cadre de cet accord, comme vous le souhaitez, les modalités de départ et les populations impactées notamment. Pour ce qui est des indemnités de rupture, pareil, là vous êtes relativement libre. La seule chose finalement que la législation sociale vous impose, c'est de ne pas délivrer des indemnités de rupture inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique. Et au-delà de cette procédure souple, c'est aussi une procédure challenge. Alors, j'ai commencé à vous en dire quelques mots puisque je vous parlais de la négociation d'un accord. Oui, là où la rupture conventionnelle collective est un challenge pour celui qui la met en place, c'est qu'il va impliquer la conclusion de deux accords. Le premier est un accord collectif que vous allez négocier avec vos organisations représentatives, qu'elles soient syndicales ou élues, selon la configuration dans laquelle vous vous trouvez. Mais le second accord va être de négocier avec vos salariés
un départ. Et c'est là où finalement ça peut devenir un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des structures au sein desquelles les salariés sont très attachés à leur emploi. Alors ça peut tenir à des considérations d'ordre géographique. Nous sommes dans des zones sinistrées où il n'y a que très peu de sociétés dans un environnement assez proche du domicile et dès lors, le salarié décide de faire sa carrière au sein de cette zone géographique et a du mal à envisager de quitter son employeur. Et c'est là où on va considérer que c'est un challenge parce que, outre les difficultés que l'on peut avoir à venir négocier un accord cadre avec les organisations représentatives, il faut surtout ne pas se tromper et être suffisamment incitatif et avoir bien réfléchi au projet pour être sûr que certains de nos salariés, si ce n'est le nombre de suppressions que l'on a envisagé, que certains de nos salariés acceptent de rentrer dans le cadre de ce dispositif de rupture conventionnelle. Alors ensuite, bon, pour l'accord de performance collective, c'est un accord assez étonnant puisque en fait, il va vous permettre ici, s'il est conclu, de déroger finalement sur certains points qui sont le temps de travail, la rémunération et le lieu de travail du salarié, aux clauses comprises dans le contrat de travail de ce salarié. En fait, on est ici en présence d'un accord collectif qui va vous permettre de déroger aux clauses individuelles, au contrat de travail du salarié. Clause, pardon, compris au sein du contrat de travail de votre salarié. Et si le salarié n'adhère pas aux modifications qui lui sont proposées, son refus, finalement, va s'apparenter à une cause, automatiquement, à une cause réelle et sérieuse. Donc, c'est un outil quand même qui est intéressant, mais qui ne va pas finalement quand même empêcher le licenciement si le salarié n'accepte pas finalement les mesures proposées. Le point intéressant finalement ici surtout de cet accord qui est bon, comme son nom l'indique, un accord collectif, et que la signature de ce dernier ne nécessite pas finalement d'avoir rencontré, de pouvoir démontrer un motif économique, et notamment de rencontrer des difficultés. Donc on est ici sur un dispositif de réorganisation en amont plutôt de difficultés ou en tout cas finalement prévisionnel. Ensuite, on va avoir l'accord partiel, l'activité partielle pardon de longue durée qui nécessite, comme on l'a vu, un accord. Ce dernier, en fait, va pouvoir être mis en place quand on parle d'accord, soit en application d'un accord de branche qui sera négocié. À date, on a seulement la métallurgie et bureau d'études techniques qui ont accepté de négocier, qui sont parvenus à la signature d'un accord de branche. Ou à défaut, on va pouvoir, en application des textes, conclure un accord d'entreprise. Cet accord va vous permettre en fait de diminuer le temps de travail de vos salariés en contrepartie finalement d'une aide financière de l'État que va vous allouer l'État pour vous aider en tout cas à maintenir le salaire de ces salariés à un certain niveau. Par contre, finalement, et contrairement à ce qui était prévu jusqu'à maintenant, en tout cas dans ces derniers temps sur l'activité partielle classique, l'activité partielle longue durée a ce désavantage qu'il va falloir finalement prendre des engagements sur l'emploi, notamment soit ne pas procéder à des licenciements, soit s'engager à faire suivre des formations à l'ensemble de vos salariés, ou en tout cas aux salariés concernés. Donc maintenant qu'on vous a présenté finalement les caractéristiques de ces différents dispositifs, on voulait voir avec une analyse croisée et finalement les points positifs et négatifs de chacun d'entre eux. Oui, alors si on doit débuter cette analyse croisée par les projets de restructuration qui vont avoir un impact sur l'emploi, ceux pour lesquels une réduction des effectifs est envisagée, alors ils sont à l'ordre de trois, comme vous le savez, le PSE, le PDV et la rupture conventionnelle collective. Déjà entre eux, on peut tirer certains avantages et certains inconvénients. Sur le plan de départ volontaire et la rupture conventionnelle collective, au niveau des avantages qui sont présentés, c'est que c'est des dispositifs qui sont assez bien accueillis, que ce soit par vos salariés, par les organisations représentatives, mais également par les médias, par les politiques, etc. Donc, ce sont des dispositifs qui, lorsque vous décidez de les mettre en place, finalement, vous préservent en principe, sur un très grand pourcentage, vous assure une préservation du climat social. Donc ça, c'est quand même un point très positif, puisque lorsqu'on mène un projet de restructuration, on sait que parfois ça peut être assez douloureux. Si déjà on arrive à maintenir le climat social, on peut considérer que c'est un bon point. Par contre, c'est vrai que comme on l'a vu, ces ruptures conventionnelles collectives ne seront envisageables
que si il y a un accord de négocier. L'autre aspect négatif de cette rupture conventionnelle collective, c'est que nous ne sommes pas certains, et c'est la même chose pour le plan de départ volontaire, nous ne sommes pas certains de réussir à parvenir à notre objectif ciblé, puisque lorsque l'on décide de réorganiser avec une réduction des effectifs, parfois et souvent, certaines entreprises ont pour idée de se séparer de certains salariés. Sauf que vous le savez, pour ce qui est des plans de départ volontaire, de la rupture conventionnelle, mais également pour le PSE, mais sur un ordre d'idées assez différent, vous ne pouvez pas désigner nommément les salariés. Hein. On parle de catégories, on parle de mettre en place des critères de choix. Et du coup, il se peut que sur ces deux dispositifs que sont les PDV et la rupture conventionnelle collective, où le salarié finalement fait le choix de partir ou de rester, de ne pas être certain de voir partir les salariés que l'on voulait voir partir, et au contraire de voir partir des salariés que l'on peut considérer comme étant des hommes clés et dont on aurait préféré qu'ils restent dans notre société pour la suite de l'aventure, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est vrai que ces deux dispositifs ont finalement ce petit inconvénient-là qu'il faut travailler, parce qu'on n'est pas sûr de parvenir à la cible. Au contraire du plan de sauvegarde de l'emploi, où même, si vous le savez, il faut respecter le sacro-saint ordre des licenciements, mais bon, pour autant, on arrive toujours avec le jeu des critères à réussir à trouver un équilibre dans l'objectif que l'on s'est donné. Là, c'est vrai que sur le PSE, on arrive, on va dire, plus facilement à atteindre la cible que l'on s'est donnée au départ. Par contre, le très très gros inconvénient du PSE, et ça c'est ce dont on se doute, c'est le risque de conflit social. Parce qu'on le sait, les salariés, quelle que soit leur ancienneté, restent quand même attachés à l'entreprise, et si ce n'est qu'ils sont rattachés à l'entreprise, ils sont attachés à leur emploi. Et il est certain que, sauf à ceux qui ont d'ores et déjà décidé de partir, ceux qui veulent rester vont mal le prendre. Les organisations syndicales, si elles existent, vont monter au créneau pour venir négocier des indemnités plus importantes, des mesures de reclassement plus conséquentes, et ça peut dès lors nécessiter des grèves, ça peut nécessiter des arrêts de la production et du coup avoir pour effet un climat social qui se détériore, excusez-moi, tout au long de ce projet de restructuration. Alors ensuite, pour ce qui est finalement de la catégorie qui n'entraînait pas, comme vous l'avez indiqué, finalement de diminution des effectifs, on va avoir l'activité partielle longue durée qui, elle, finalement, va vous permettre de diminuer, et seulement, et je mets seulement entre guillemets, mais en tout cas de diminuer l'activité de vos salariés, ce qui n'est pas forcément un point positif, puisque cette activité, cette diminution est qui plus est plafonnée à 40%. Donc ça vous permet pas finalement d'avoir un choix extrêmement large dans les moyens de réorganiser votre activité. En plus de ça, comme on l'a vu juste auparavant, on a un plan d'engagement en matière d'emploi à prendre. Donc, ça peut être très embêtant de ne pas pouvoir procéder à des licenciements par la suite. En plus, on a l'accord Syntec qui, lui, a carrément prévu de ne pas procéder à des PSE que les salariés soient ou non compris touchés en tout cas par l'activité partielle longue durée. Par contre, pour pallier finalement ces inconvénients, les points positifs, c'est qu'ils vont vous permettre de préserver l'emploi, en tout cas jusqu'à juin 2022, puisqu'il est prévu de cesser, de ne plus pouvoir bénéficier de ce dispositif à cette date-là. Mais surtout, vous allez avoir des aides financières de l'État, et finalement, c'est le seul dispositif parmi les 5 qui vous permet de percevoir une aide de l'État. Pour ce qui est de l'accord de performance collective, celui-ci vous offre plus de moyens de levier pour réorganiser votre société, puisqu'en fait, vous allez pouvoir ici toucher non seulement au temps de travail, mais à la hausse ou à la baisse. Donc, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer le temps de travail de vos salariés. Vous allez pouvoir augmenter ou diminuer, en tout cas toucher à la rémunération du salarié et toucher au lieu de travail du salarié. Et en fait, là où cet accord est très intéressant, c'est qu'une fois qu'il est conclu, il va s'imposer aux salariés, au contrat. Les salariés ne vont pas pouvoir refuser sous peine de partir, enfin d'être licenciés. Ce qui est assez sécurisant, puisque dès lors qu'il est validé, que votre accord est validé par l'administration et que il est conclu déjà avec les organisations représentatives du personnel et validé par l'administration, vous avez très peu de chances de voir les licenciements prononcés contestés. Néanmoins, il va nécessiter plusieurs choses. C'est d'une part de communiquer en amont sur le pourquoi,
D'autre part, comme point négatif, on va avoir que les organisations syndicales sont de plus en plus peu inclines à accepter de négocier, car souvent c'est mal vu, c'est vécu comme un sentiment, comme une trahison par les salariés, puisqu'on touche à leur sacro-saint contrat de travail. Et ensuite, on a donc un risque de conflit social, puisque toucher à la rémunération ou au temps de travail des salariés n'a jamais bonne presse auprès de ces derniers. Donc maintenant qu'on a vu finalement les points positifs et les points négatifs de chacun des dispositifs, on a choisi finalement de mettre en place un schéma, ou en tout cas de vous donner les clés qui nous paraissent nécessaires pour choisir le dispositif le plus opportun à votre situation. Oui, alors là, dans le cadre de cette présentation, alors encore une fois, hein, malheureusement, on ne pourra pas rentrer dans le détail de chaque société, hein, de chaque situation de chaque société. Pour autant, il nous a semblé important de vous donner quelques clés. Voilà, quelques clés pour que vous puissiez derrière, hein, si vous deviez être concerné par ce type de situation, à commencer à réfléchir ou à venir étayer, hein, la réflexion que vous pourriez déjà avoir mise en œuvre. Alors, pour nous, il y a une étape qui est indispensable et qui prend un petit temps quand même. Hein. Il ne faut pas croire qu'on va pouvoir le poser en 5 minutes. Mais la première étape indispensable, c'est la réalisation d'un diagnostic. Alors, pourquoi? Parce que le choix d'un projet de restructuration va être fortement dépendant des caractéristiques propres de votre entreprise, mais également de son secteur. Il est d'autant plus essentiel de poser son diagnostic que le projet de restructuration, vous n'allez pas le porter seul. Le projet de restructuration, pour qu'il soit mené à terme et pour qu'il soit bien mené à terme, il va falloir que vous embarquiez avec vous votre direction, puisque vous allez, je dirais, programmer, préparer, etc. Mais vous allez devoir demander à un moment donné, sauf à ce que vous soyez votre propre patron, il va falloir que vous alliez le présenter à votre comité de direction pour essayer d'obtenir leur quitus et surtout la validation du coup que pourrait avoir un tel projet. Et au-delà de la direction, il va également falloir que vous embarquiez avec vous les autres éléments qui composent l'entreprise, que ces éléments soient internes ou externes. Vous allez avoir vos managers qui vont être votre courroie de distribution entre vous, la direction et les salariés. On sait que les managers sont ceux qui nous permettent de relayer le plus facilement l'information, et plus l'information sera claire, plus le manager aura la possibilité de la transmettre de manière simple, ce d'autant plus s'il est convaincu de l'intérêt du projet. Il faut aussi prendre en considération le fait qu'on va avoir des organisations représentatives du personnel avec lesquelles il va falloir mener le projet et avec lesquelles il va falloir communiquer sur ce dernier pour que là aussi ils acquiescent et en tout cas qui nous accompagnent jusqu'à la fin de ce projet, et bien évidemment les salariés que l'on passe en direct ou par le biais de la courroie de distribution que vont être le manager et de manière autre les organisations représentatives. Ce qui veut dire qu'il faut en amont que vous garantissiez la compréhension des enjeux et des causes de la restructuration d'entreprise. Et pour pouvoir réussir à obtenir cette garantie, il faut vous poser les bonnes questions. Alors là aujourd'hui, on a sélectionné, sans que cette liste ne soit exhaustive, une première petite liste de questions avec Bastien qui peuvent vous permettre, voilà, de poser un petit peu plus en détail le projet de restructuration que vous pourriez être amené à réaliser. Alors la première question qui est une question assez fondamentale, c'est quelle est la situation économique de l'entreprise et les perspectives à court et moyen terme des entreprises. Cette grande question finalement va emporter un bon nombre de questions sous-jacentes, excusez-moi, dont la première va être: est-ce que si je rencontre des difficultés économiques, est-ce que ces difficultés économiques sont passagères? Est-ce qu'elles sont durables? Si elles sont durables, là, bon, effectivement, on pourra plus facilement aller vers un dispositif avec une restructuration, avec des effectifs réduit, donc un PSE, un PDV et pourquoi pas une rupture conventionnelle collective si tant est qu'elle corresponde à notre cadre lorsque l'on aura répondu aux autres questions. Mais de fait, on risque d'exclure la PLD puisqu'on ne rentrerait pas dans le cadre du dispositif et l'APC peut-être n'aura pas vocation à répondre aux objectifs que l'on se sera mis pour la mise en œuvre de ce projet de restructuration. Est-ce que lorsque l'on est en crise, est-ce qu'on peut réfléchir également à quel horizon est anticipé le retour au niveau d'avant-crise? Et est-ce que oui ou non, ce retour au niveau d'avant-crise est simplement possible? Alors là, par exemple, un exemple. Quand on met en place un plan de sauvegarde dans l'emploi, dont on sait que bon,
généralement, c'est parce que véritablement l'activité a subi une véritable baisse. On a une trésorerie qui ne va pas bien pour certains des cas, parce que pour certains cas, on a une trésorerie qui, somme toute, peut continuer à être à l'équilibre. Mais bon, voilà, on a des difficultés telles qu'il faut qu'on réorganise l'activité. Notre activité et celle que l'on présume venir dans les mois à venir ne sera pas suffisante. Donc, on met en place un PSE. Bon, très bien. Sauf qu'il faut quand même voir un petit peu à l'avenir, si oui ou non, on va revenir rapidement ou pas rapidement à une situation, à une meilleure situation. Parce que on a déjà eu des situations dans lesquelles des sociétés ont mis en place des plans de sauvegarde de l'emploi, n'avaient pas finalement mené leur analyse suffisamment loin avec un retour à l'activité, n'avaient pas anticipé ce retour à l'activité et se sont retrouvés quelques mois après avoir mis en place un PSE à avoir un reboom d'activité. Et pourtant, elles avaient licencié des salariés qui auraient pu reprendre cette activité et du coup permettre à la société de continuer à poursuivre son élan. Alors là, il peut y avoir deux incidences. La première des incidences, bon, certes, on a dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi la possibilité de réembaucher les salariés dont on s'est séparé. Pour autant, ça peut aussi déséquilibrer le plan que l'on a mis en place et amener des contestations des salariés qui ne seraient pas repris et qui du coup viendraient contester la cause économique de leur licenciement parce que finalement on a eu un retour à meilleur équilibre dans les quelques semaines voire les quelques mois qui ont suivi, ce qui laissait à penser que les difficultés économiques notamment que l'on avait avancées n'étaient pas durables. Donc ça c'est un point sur lequel il faut faire attention. L'autre question que l'on peut également se poser pour savoir si notre situation économique, enfin pour savoir quel est le niveau de notre situation économique, c'est quels sont aussi les moyens dont dispose la société pour permettre la mise en œuvre des mesures d'accompagnement. On vous l'a dit de manière très brève, PSE, PDV, ça va nécessiter la mise en œuvre de mesures d'accompagnement qui sont quand même, qui représentent un coût assez significatif pour l'entreprise. Mais est-ce que oui ou non, j'ai la capacité de le faire? Parce que au-delà des indemnités de rupture que vous allez devoir provisionner et que vous allez devoir sortir généralement à la même date, il faut aussi anticiper les mesures de reclassement qui, même si elles ne sont pas à l'instar de gros groupes tels Airbus ou autres, vont quand même être significatives et pourraient venir encore impacter plus votre trésorerie. Donc ça, ce sont des premières questions que vous pouvez être amené à vous poser dans le cadre de votre diagnostic. Après, on va avoir une deuxième grande question qui finalement découle et rejoint. Alors, je vais essayer de pas faire une redite. Finalement, la situation économique, ça va être l'objectif poursuivi par la société. En fait, c'est de voir si la cause entraînant finalement votre volonté de réorganiser la société nécessite ou non de procéder à une diminution des effectifs. Et de plus, à quantifier cette diminution, puisque on pourrait très bien penser à diminuer les effectifs, notamment au moyen, par exemple, d'un départ volontaire anticipé à la retraite. Ce qui pourrait être intéressant pour certains salariés, vous, de ne pas procéder forcément, de pas engager des procédures lourdes, tout en diminuant finalement votre effectif, bon, en moindre mesure, puisqu'il ne permettra pas finalement pour vous de prévoir un grand nombre, en tout cas, de départs de votre société. Ensuite, si cela n'est pas possible, finalement, si par contre vous n'avez pas l'obligation de procéder à une diminution des effectifs, on a vu qu'on a l'APC et l'APLD qui peuvent vous permettre à plus ou moins long terme de réorganiser votre société, mais il est aussi possible de se poser quand même la question de savoir si avant de toucher finalement, par exemple au moyen d'un APC, de toucher au contrat de travail et de crisper vos salariés, s'il serait pas possible et opportun de plutôt passer par des formations. Et c'est là où l'APLD peut être très intéressant, c'est qu'il vous permet, en ayant des aides de l'État, de proposer des formations à vos salariés et de retrouver plus tard, lorsque finalement vous aurez passé, on va dire, le point un peu critique, d'avoir des salariés mieux formés, par exemple aux nouvelles technologies, et plus à même d'accompagner le rebond de votre entreprise. Alors ensuite, une troisième question que l'on peut se poser et finalement que l'on a déjà commencé à amorcer, à évoquer dans les précédents slides, c'est quelle est la situation sociale au sein de mon entreprise. Comme on vous l'a dit, la majorité des projets de restructuration vont en principe venir être à négocier avec vos organisations représentatives. Et là, la première des questions que l'on peut se poser, c'est est-ce que je suis face
à des interlocuteurs qui ont une position constructive. Est-ce que je peux ou non avoir un dialogue social avec ces derniers? Alors, pourquoi se poser la question? Parce que il est certain que, sauf à ce qu'on se place dans des dispositifs que l'on va pouvoir mettre en place de manière unilatérale, et notamment le PSE, le PDV, il va y avoir les dispositifs qui sont nécessairement soumis à la rédaction d'un accord collectif, et je pense notamment à la RCC et à la PC. Si face à vous, et notamment pour la PC, vous avez des organisations syndicales qui ne sont absolument pas dans la construction et qui ont pour position de principe, parce que ça existe, de refuser tous les accords, quel que soit le contenu que pourrait leur proposer leur direction, on va avoir du mal à aller négocier avec eux un accord de performance collective. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut y renoncer. Parce que l'accord de performance collective pourrait être dans certains cas la bonne solution. Pour autant, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer et ça nécessite qu'en amont, donc une fois que vous avez réalisé votre diagnostic, vous prépariez tout votre plan de communication, également le plan de communication qui est réservé aux organisations avec lesquelles vous allez négocier. Ça, c'est important parce que le jour où vous allez décider de sortir du bois pour aller présenter et annoncer le projet de restructuration, et ben les organisations syndicales vont de suite s'emparer du projet. Donc, il faut que l'on soit prêt, il faut que votre discours soit étayé et il faut surtout qu'il soit construit en fonction des organisations que l'on va avoir en face de nous, parce qu'il existe toujours des situations où on arrive à recréer avec les interlocuteurs que l'on a en face de nous un nouveau projet d'entreprise que l'on va réussir à pouvoir partager avec eux et qui va faire que notre projet de restructuration va pouvoir être mené jusqu'à son terme. Alors cette question finalement de la situation sociale au sein de l'entreprise est à mettre en parallèle avec le temps dont dispose l'entreprise pour parvenir à la conclusion d'un accord lui permettant de se réorganiser ou, à défaut d'accord, de prendre des décisions lui permettant de se réorganiser. Donc ici, en fait, on a des dispositifs tels que le PSE ou le PDV qui sont encadrés légalement. Donc en fait, le calendrier est assez encadré. On va avoir un temps pour une infoconsulte, un temps pour l'administration pour vous donner, pour homologuer ou valider l'accord ou le document unilatéral. On peut prévoir un calendrier et se dire à telle date, on aura finalement procédé à la réorganisation, soit par accord, soit par décision unilatérale. Peu importe si les syndicats sont enclins, enfin les organisations représentatives du personnel sont enclines à négocier ou pas. Là où finalement l'ARCC, l'APC ou la PLD, si on a défaut d'accord de branche, nécessitent en fait de passer par un accord et ne sont pas encadrés, le calendrier n'est pas encadré. C'est-à-dire qu'ici, en plus, vous prenez un risque, c'est de ne pas parvenir à l'accord. Donc, vous pouvez vous dire que à l'instant T, vous allez entamer les négociations, mais les négociations vont peut-être durer bien plus longtemps, vont durer, je dirais par exemple 4, 5, 6 mois, et finalement au terme de ces 6 mois, vos interlocuteurs claquent la porte et finalement vous vous retrouvez sans accord, sans rien vous permettant de réorganiser votre entreprise. Et ce qui peut entraîner finalement des situations assez critiques. Enfin, on a une dernière question, alors plus anecdotique, mais on va la brosser très rapidement, c'est finalement l'image de votre société. On sait très bien que dès que l'on prononce le mot de PSE, de plan social économique, on va avoir les médias qui vont s'en emparer. Les médias, que ce soit nationaux, suivant la taille de l'entreprise, nationaux ou locaux. Ça va avoir une répercussion donc dans la région, auprès de vos clients, auprès de tous vos interlocuteurs qui vont prendre connaissance de possibles difficultés économiques, que vous traversez. Alors que là où l'APC et la RCC font rarement les choux gras de la presse, puisque par exemple, à titre d'exemple, dernièrement, on a De Richebourg qui a conclu un APC, auparavant, on avait SFR, on a eu PSA, alors hors PSA, puisque c'était un des tout premiers et donc la presse en avait parlé, parce que c'était le premier APC et c'était un peu la phase de test. Les autres, je pense que vous n'avez pas forcément entendu parler, ou en tout cas, les gens qui ne sont pas du milieu juridique ou des affaires n'ont pas vraiment entendu parler de ces dispositifs ou de ces accords qui ont été conclus.
Alors très rapidement, parce que je vois que le temps passe et que l'on a déjà dépassé légèrement le temps que l'on s'était imparti pour vous faire cette présentation et ensuite lancer si vous deviez en avoir des questions. Alors, dans cette deuxième partie de cette seconde étape, on avait avec Bastien décidé de vous mettre en place alors ce petit schéma. Pour finalement venir vous aider à réfléchir selon la situation, encore une fois, dans laquelle on se trouve, mais qui devra être étayée par l'ensemble du diagnostic que vous aurez fait préalablement, mais savoir à peu près où on pourrait se trouver. Donc pour le brasser très très rapidement, si on prend la case en bas à gauche, où l'on se situe dans une situation économique détériorée, avec un niveau d'activité et de plan de charge qui est lui-même détérioré. Alors, si la baisse d'activité elle est de courte durée, oui, on pourra mettre en place l'activité partielle classique. Si par contre, on est sur une baisse d'activité irréversible, dans cette situation-là, avec en plus un contexte économique dégradé, on sait nécessairement que l'on risque de devoir aller vers ou des licenciements économiques avec PDV ou PSE mixte, ou tout simplement une rupture conventionnelle collective. Si au contraire, on est plutôt dans une situation où on a une situation économique qui est plutôt bonne, mais avec un niveau d'activité qui est relativement ralenti, là se pose la question du dispositif APLD, puisque globalement, j'estime que la pérennité de ma société n'est pas remise en cause. Pour autant, mon plan de charge s'est particulièrement réduit et oui, dans cette situation, si j'estime revenir à meilleure fortune d'ici 2022, puisque le dispositif quand même à un moment donné va s'arrêter, il n'est que temporaire, on peut pouvoir venir rechercher le dispositif d'APLD au détriment d'autres dispositifs. Alors, pour en finir rapidement sur cette slide, parce qu'on aimerait laisser un temps aux questions, il faut quand même aussi envisager la situation, alors qui n'est peut-être pas celle que vous allez peut-être rencontrer aujourd'hui, mais qui est celle où globalement tout va bien. J'ai une situation économique qui est bonne et j'ai un niveau de plan de charge qui, à date, est bon également. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer. Et on a également des outils qui sont mis à notre disposition pour se préparer potentiellement à des situations qui seraient un tout petit peu plus délicates. Alors vous le savez, on a la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui pourra également venir au soutien d'un PSE s'il devait être mis en place. Vous avez également la gestion des seniors, parce que il ne faut pas oublier que dans un monde finalement où la technologie évolue fortement, on a parfois nos seniors qui ont du mal à se mettre du jour sur ces aspects-là, et où il est nécessaire pour une entreprise finalement de recruter du sang neuf. Donc on peut également mettre en place une politique de gestion des seniors où on va conserver pendant un certain temps, on va mobiliser leurs ressources, leurs compétences, leur connaissance de l'entreprise, leur expérience du terrain, pour pouvoir les amener à former des personnes qui viendraient prendre leur relais, et ainsi permettre un départ en toute sérénité de ces derniers de la structure. On a également la possibilité, et là, je sais que Bastien nous l'avait réévoqué il n'y a pas longtemps, d'adapter globalement le statut social par le biais d'un APC, parce qu'un APC ne va pas uniquement être là pour venir résoudre des difficultés économiques à un moment donné, sachant qu'encore une fois, un APC ne nécessite pas la mise en œuvre d'une cause économique. Un APC peut être mis en place dans une situation où on est dans le cadre d'une UES, et c'était le cas de l'UES Habitat, mais qui s'était retrouvé avec des sociétés qui avaient des statuts collectifs complètement différents. Et l'UES Habitat a décidé, alors ça s'est très bien passé parce qu'ils ont fait une revalorisation à la hausse du statut social, mais a décidé de passer par un accord de performance collective pour harmoniser le statut. Donc sachez que même si on est dans des situations où somme toute tout va bien, on a également des dispositifs que nous pouvons activer. Alors, voilà ce que l'on voulait vous dire de manière essentielle sur cette question de choisir un dispositif de restructuration adapté. Alors, vous l'avez compris, pour pouvoir faire le bon choix, il faut avoir une vision globale de la situation. Alors, cette situation globale, elle va mobiliser un certain nombre de ressources. Elle va mobiliser des ressources juridiques pour tout ce qui est rédaction, confection d'accords, présentation CSE, organisation syndicale, etc. Elle va également mobiliser des compétences en comp and ben, puisque, bien évidemment, qui dit restructuration, nécessairement quand même générer un certain nombre de coûts, et il faut pouvoir les évaluer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et
Et il va également y avoir des questions de comment est-ce que j'approche mes organisations syndicales, mes élus, comment je discute avec eux. Donc, on a des questions de management et stratégie qui vont se poser. Et finalement, il ne faut quand même pas oublier que restructurer, c'est bien, mais ça ne doit pas avoir pour conséquence d'appauvrir l'entreprise par la fuite des compétences clés. Et qu'il est dès lors important de pouvoir maintenir une politique avec les compétences associées. De la même manière, lorsque vous allez mettre en place un projet de restructuration, et comme on l'a dit sur les 2 derniers slides, on a la possibilité d'avoir des projets de restructuration qui sont un petit peu moins brutaux et qui vont finalement pas se cantonner essentiellement parce que ça ne serait pas possible, mais se cantonner pour une grande partie à la gestion des seniors, où vous allez pouvoir mettre en place des mesures d'accompagnement au départ. Et c'est parce qu'il est nécessaire d'avoir cette vision globale que nous, au sein du cabinet, on a constitué une équipe qui peut avoir cette vision globale, puisque nous mobilisons l'ensemble des compétences dont vous aurez besoin dans votre projet de restructuration au sein même de notre cabinet. Merci beaucoup, à bientôt.